Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je vous propose qu'on commence et puis le reste des congressistes nous rejoindra au fur et à mesure de l'atelier. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je m'appelle Romain Briot, je suis directeur général adjoint d'Intercommunalité de France et c'est moi qui vais animer l'atelier de ce matin qui s'intitule Pauvreté urbaine, pauvreté rurale, même combat. Je vous présente les intervenants avec qui nous allons échanger. Florian Berco, vous êtes président de Laval Agglomération. Jean-Yves Brenier, vous êtes président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Anne-Claire Mialot, vous êtes directrice générale de l'Agence nationale du renouvellement urbain. Anne Terlez, vous êtes vice-présidente d'Intercommunalité de France et vice-présidente de Seine-Aglo. Et enfin, Achille Varnan, vous êtes géographe et vous êtes conseiller scientifique du GIP EPO, qui est un GIP de l'État. EPO signifiant Europe des projets architecturaux et urbains. C'est entre autres le GIP qui gère le programme POPSU, par exemple. Un mot sur le déroulé, la manière dont va se faire nos échanges ce matin. 3 temps. Premier temps, revenir sur la géographie, ou plutôt les géographies des pauvretés, sur la base de l'intervention d'Achille. Et ensuite, nous pourrons rentrer plus en détail sur 2 sujets. D'abord, la lutte contre la pauvreté comme un enjeu vu aussi comme un enjeu démocratique. Et enfin, ce que peuvent faire, ce que font déjà les intercommunalités et les autres acteurs qui agissent pour la lutte contre la pauvreté, parmi lesquels, évidemment, l'État. Je suis très bref et Anne Terlez, je vous passe la parole aussi pour un petit mot d'introduction. Merci. Est-ce que ça fonctionne? On m'entend? Ah oui, super. Merci beaucoup Romain, merci à tous nos invités d'être présents et merci à vous toutes et tous d'être venus à ce rendez-vous matinal. Et le nombre de personnes dans cette pièce témoigne de l'importance du sujet et nous nous en réjouissons de votre présence évidemment, de votre volonté de traiter le sujet, pas de l'état de la pauvreté dans notre pays bien sûr. Alors c'est un sujet qui nous tient à cœur. Hier, c'était, peut-être ça n'a pas échappé à certains d'entre vous, la journée internationale de lutte contre la misère, qui a été fondée il y a des années, des décennies même maintenant, par ATD Quart Monde, et qui avait d'ailleurs pour thème la lutte contre la maltraitance institutionnelle. Je pense qu'on aura peut-être l'opportunité d'en reparler, mais donc voilà, ça c'était hier, et je pense que notre atelier d'aujourd'hui est bien à propos. Alors pourquoi cet atelier ? D'abord parce que dans notre pays, on a un système social qui est des plus protecteurs depuis la fin de la guerre, de la Seconde Guerre, le Conseil national de la résistance, et on en parlait encore tout à l'heure, la mise en place de notre sécurité sociale dans toutes ses dimensions, qui est un magnifique outil amortisseur des différents chocs. Et malgré tout, la pauvreté depuis à peu près 2 décennies n'a pas cessé d'augmenter dans notre pays. Et donc, en fait, on se dit que cette évolution de la pauvreté est en fait une mise à l'épreuve constante de la puissance publique. Autrement dit, est-ce qu'on arrive à enrayer? Non, manifestement, les chiffres démontrent que non. Et on voudrait s'intéresser au pourquoi et peut-être le faire de manière un petit peu disruptive en disant, voilà, est-ce que c'est un constat d'échec finalement, le fait qu'on ait ce système public le plus protecteur que bien des pays nous envient, et pourtant une pauvreté qui ne cesse d'augmenter. On a décidé de s'intéresser aussi à ce sujet parce que les intercommunalités montent en puissance sur ce sujet. Vous savez que la commission cohésion sociale que j'ai la chance de présider a été créée il y a maintenant 4 ans à peu près. Donc c'était une nouvelle commission cohésion sociale. C'est vrai que ces questions de cohésion sociale, ce n'est pas le cœur historique des compétences des intercommunalités, mais bien des intercommunalités, et en particulier les intercommunalités rurales, les communautés de communes, ont un projet de territoire fondé autour de ces questions-là, parce que nécessité fait loi. Et pourquoi elles le font? Parce qu'on constate, tous autant que nous sommes, que les 2 tiers des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, dans bien des territoires, je mets un peu à part les territoires urbains denses, les grandes villes évidemment qui portent des quartiers de géographie prioritaire extrêmement importants, Marseille, Paris, Lille, etc. Mais dans la plupart des territoires français, les 2 tiers des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'habitent pas les quartiers prioritaires. Ils sont dans les centres-villes en déprise, dans des territoires ruraux, disséminés. C'est très difficile de les identifier et donc forcément c'est un challenge de plus.
c'est également, on s'est aussi intéressé à ce sujet parce que les intercommunalités portent des politiques publiques qui visent et qui parviennent parfois à améliorer le reste à vivre des ménages. Si vous avez regardé un petit peu les dernières études, on voit que les dépenses contraintes des ménages ont considérablement évolué ces dernières années et que notamment la dépense contrainte la plus élevée, c'est le logement, qui atteint désormais au moins 30% du budget des ménages, et pour les ménages les plus défavorisés, 40%. Or, on sait que ce n'est pas viable, 40% de dépenses contraintes. La deuxième dépense la plus élevée, c'est l'alimentation maintenant. Ça a changé récemment avec le contexte inflationniste. Avant, c'était le transport, et maintenant, c'est les dépenses alimentaires. Et puis derrière, mais à quelques points d'écart quand même, c'est effectivement le transport. Donc, nous, on mène des politiques publiques, l'habitat, la mobilité, etc., qui peuvent agir sur le reste à vivre des ménages et l'améliorer, si tant est qu'on soit en capacité de les appréhender de cette manière-là, d'une part, et d'autre part, de tordre le cou à certains préjugés. Donc on est ici dans un atelier qui n'est, contrairement à ce qu'on fait habituellement à Interco-de-France, qui n'est pas un atelier boîte à outils où on partage nos expériences, où on échange nos bonnes pratiques. On parlera un peu d'expérience bien sûr, mais on s'est dit qu'on avait intérêt à l'aborder de manière politique, au sens le plus noble du terme, parce que qui peut se satisfaire d'avoir un taux de pauvreté qui augmente à ce point, avec des inégalités qui se creusent, on le sait tous, hein, les plus riches deviennent toujours plus riches, les plus pauvres deviennent toujours plus pauvres, donc du coup des inégalités d'accès, alors qu'on a ce système protecteur, personne ne peut s'en satisfaire. On en mesure, je pense, et on en dira peut-être un mot, on en mesure aussi les conséquences démocratiques aujourd'hui, et elles sont très graves. On a vécu la crise des Gilets jaunes avec des personnes qui sont venues manifester aussi leurs difficultés, mais on voit aussi une montée des extrêmes qui témoigne de ce qui se passe sur nos territoires, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester silencieux face à ça. Donc une prise de parole, j'espère, politique au sens le plus noble du terme, évidemment pas du tout pas une prise de parole partisane, mais avec la volonté de regarder ce que nous pouvons faire pour que nos politiques publiques soient les plus efficientes. Et donc on va avoir une approche d'ailleurs assez géographique, scientifique, qui va, je l'espère, battre un peu en brèche les représentations que nous pouvons avoir de ces pauvretés, parce que la pauvreté d'il y a 30 ans ou 40 ans, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on ne va pas parler de la pauvreté, mais des pauvretés. Et avec l'envie, la volonté, le désir, peut-être, grâce à cet éclairage scientifique, politique, de mener des politiques publiques qui seraient les plus efficientes possibles à l'avenir. Merci Anne. Ouais, là, ça marche, très bien. Je vous en prie, Rachid. Oui, alors, hop, j'essaie juste de passer là. Tac. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Alors moi, j'ai une particularité assez confortable, au-delà d'être le seul à ne pas être en costume sur cette estrade, c'est qu'en tant que chercheur, j'ai plutôt effectivement vocation à essayer de dresser un état des lieux, alors qu'on pourra ensuite évidemment discuter, d'autant qu'il va être relativement bref, mais je n'ai pas tellement vocation à proposer des solutions. Donc hop, je repasse ça à mes voisins de droite, qui ont cette lourde responsabilité, évidemment, mais ça c'est le premier élément. Alors cette slide, elle peut faire un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de texte, donc je vais essayer de la résumer très brièvement, mais c'est surtout un point de vigilance peut-être pour commencer, ou un point sémantique sur qu'est-ce que l'on entend par pauvreté. Ça peut sembler assez naturel, mais la pauvreté, c'est quand on manque de quelque chose. Et quand on manque de quelque chose, ce manque de quelque chose, ce n'est pas forcément un manque matériel ou financier. On a souvent tendance à résumer la question de la pauvreté à la pauvreté monétaire. Alors que la pauvreté, ça peut être aussi l'isolement, hein, une forme de pauvreté sociale, le manque de liens, quand on a de faibles relations. On sait que ça joue aussi sur les parcours de vie, les difficultés d'accès aux services, pourquoi pas à la question notamment des services de soins. Ça peut être effectivement la faiblesse ou l'absence de qualifications diplômantes. On sait que ça joue aussi sur les parcours de vie. Bref, la pauvreté, elle est multidimensionnelle et elle peut être cumulative. On peut autrement dit avoir
de faibles revenus, peu ou pas de diplôme, éventuellement des difficultés d'accès aux soins. Parfois, tout ça, évidemment, se cumule, d'où les difficultés qui peuvent en ressortir. Évidemment, la pauvreté, elle se pose à l'échelle individuelle, mais elle se pose aussi à l'échelle des territoires. C'est plutôt comme ça que je vais l'analyser. Mais en tout cas, voilà peut-être ce point de vigilance sémantique sur lequel on reviendra. Je sais qu'en géographie, il y a une notion, mais je pense que ça va reboucler avec ce que vous allez dire tout à l'heure, mais qui a tendance à émerger, c'est la notion de vulnérabilité, parce que plus englobante, parce qu'elle permet aussi de croiser aussi les facteurs. Vous êtes, pour donner un exemple très simple, une personne âgée, dépendante, vous êtes vulnérable. Si en plus vous avez une petite retraite, vous êtes d'autant plus vulnérable. Donc on a vraiment cette idée de facteur cumulatif. Alors pourquoi on utilise le critère de revenu généralement et en particulier en géographie? Parce qu'il est simple à cartographier et ça nous donne une entrée pour comprendre ces inégalités, mais encore une fois, il n'y a pas ici d'exclusive. Alors j'essaye de passer... Dans le débat public, il y a deux grands discours qui ont longtemps irrigué le débat dans le champ à la fois médiatique et politique. Dans les années 80, on a eu l'émergence du problème des banlieues, avec on sait bien qu'au départ, les quartiers d'habitat social étaient plutôt destinés à des classes moyennes. On sait bien que le choc pétrolier est passé par là. Je ne reviens pas sur cette histoire. Il y a eu des émeutes, etc. L'image de ces quartiers s'est dégradée, si bien que pendant des décennies, l'incarnation des inégalités territoriales, c'était ces quartiers de grands ensembles. Ça a été comment dire, le discours, en tout cas installé dans le discours très très fortement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des réponses politiques, hein, par ailleurs. Ces mises à l'agenda produisent des réponses politiques, on pourra y revenir. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'à partir des années 2000, et en particulier des années 2010, il y a un autre discours qui a eu tendance à s'imposer, un discours d'une certaine manière alternatif à celui-ci, presque concurrentiel, qui est le discours sur la France périphérique. Ce discours, il a été fondé par un géographe et consultant qui s'appelle Christophe Guilluy et qui nous dit quoi? En gros, la France serait scindée en deux blocs. On aurait d'un côté un bloc fait des métropoles et des banlieues, et de leurs banlieues, qui serait la France de la mondialisation heureuse. Et puis, d'un autre côté, un bloc fait des villes petites et moyennes et des territoires ruraux qui regrouperait, selon Christophe Guilluy, les trois quarts des catégories populaires et qui serait la France victime de la mondialisation. Alors ces clés de lecture, je ne les balaye pas totalement parce qu'elles ont un intérêt, c'est qu'elles ont permis effectivement à un moment donné de mettre à l'agenda politique effectivement les problèmes rencontrés dans les quartiers populaires et puis à un moment donné de dire il y a aussi potentiellement de la pauvreté au-delà de ces quartiers populaires. Et de ce point de vue-là, ces discours-là peuvent être intéressants. Il n'en demeure pas moins, évidemment, qu'ils sont, on pourrait en tout cas largement les discuter, qu'ils simplifient à l'excès la question des inégalités territoriales et que du coup les réponses politiques qu'ils inspirent ne sont pas forcément adaptées aux spécificités de ces territoires et peut-être à la réalité là aussi des inégalités territoriales. Je vous prends ici une carte donc, du taux de pauvreté donc selon l'INSEE, qui est intéressante parce que quand vous regardez cette carte, vous voyez bien que la pauvreté, elle n'est ni systématiquement rurale, ni systématiquement urbaine. La pauvreté, on la retrouve partout. C'est l'Observatoire des inégalités qui disait il y a quelques années, la France qui va mal, on la retrouve partout. Et d'abord, et c'est peut-être les grands absents de cette carte, d'abord en Outre-mer, puisque les taux de pauvreté en fait, sont les plus élevés à La Réunion, en Martinique, en Corse aussi. Donc là, vous la voyez sur la carte, ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Corse, étonnant. Et puis il y a des territoires qui sont carrément sortis des indicateurs, comme c'est le cas de Mayotte par exemple. Mais c'est quand même important de le rappeler, la pauvreté c'est d'abord en Outre-mer. Donc s'il y a une France périphérique, c'est d'abord celle-là, et c'est important de le rappeler. Mais quand vous regardez cette carte, vous voyez bien que la pauvreté on la retrouve partout, même si cette carte est intéressante puisqu'elle nous montre que les clivages régionaux anciens restent d'actualité, avec une France de l'Ouest qui va globalement mieux et une France de l'Est, de cette expression pas très heureuse aussi de la diagonale du vide et du sud de la France, qui a peut-être, selon cet indicateur, davantage de difficultés. Mais là aussi, si on zoome, on voit bien que dans l'Ouest de la France, il y a aussi des poches de pauvreté, et si on zoomait encore plus, évidemment, on pourrait aller encore plus loin dans le détail. Hop. Un peu perturbant ce décalage. Bon,
Voilà, ici c'est une autre carte, mais c'est pour vous montrer que ça ne se résume pas à la question du revenu, c'est une carte de l'indice de position sociale. Je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais l'idée c'était de regarder dans chaque lycée public l'origine sociale des parents. Et donc ça vous donne, on sait que c'est un effet très prédictif, beaucoup plus que le revenu des parents d'ailleurs, sur la trajectoire scolaire des enfants. Et donc là c'est pareil, vous voyez des inégalités qui sont ni systématiquement urbaines, ni systématiquement rurales, avec par contre un clivage est-ouest assez impressionnant. En résumé, la géographie des classes populaires, elle ne se résume pas à la géographie des QPV, donc des quartiers politiques de la ville, puisque vous voyez, hein, on a dans une majorité de pauvres, de personnes pauvres, de ménages pauvres qui habitent en dehors des QPV, et fort heureusement, dans les quartiers prioritaires, on voit qu'on a moins de personnes pauvres que de personnes en situation de pauvreté. Ça ne veut pas dire pour autant que le périmètre, que le zonage... C'est un schéma? Ouais, c'est pas une carte. C'est un schéma, effectivement. Sinon, la carte de la France serait un peu loupée là. Ouais. Non, c'est effectivement c'est un graphique. C'est un graphique. Vous voyez, en gros, je ne sais pas si je peux mettre le laser là. Ouais, je peux me rapprocher. Donc, ce graphique qui représente la France, okay, mais c'est donc pas une carte, on est bien d'accord. Vous avez ici, en bleu foncé, tous les habitants qui habitent en France métropolitaine et qui ne sont pas dans des quartiers politiques de la ville. Et en bleu clair, vous avez les habitants qui habitent dans des quartiers politiques de la ville. Et ensuite, vous avez le détail. Vous voyez qu'on a en gros 5 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté en dehors des quartiers politiques de la ville. Okay, et vous voyez que vous en avez 3,8 millions de personnes pauvres dans les quartiers politiques de la ville. Ça ne remet pas pour autant en cause le zonage de ces QPV, puisque vous avez dans les QPV une pauvreté qui est concentrée, qui est très importante, et donc relativement parlant, évidemment que ce sont des quartiers plus populaires que la moyenne. Mais simplement tout ça pour dire quoi? Qu'il existe en dehors de ces QPV une pauvreté diffuse, qu'il n'est pas forcément toujours évident d'attraper, et qui est un enjeu majeur pour l'action publique. Et là on parle en termes de revenus, mais on pourrait aussi parler sur la question du grand âge ou d'autres questions qui peuvent être évidemment relatives à la question de la vulnérabilité. Juste aussi, peut-être un autre point de vigilance, pour rappeler que selon l'échelle que l'on regarde, on a des résultats parfois très différents. Si je vous avais pris une carte des revenus à l'échelle des 13 grandes régions, on aurait vu l'Île-de-France ressortir avec des super revenus, on se serait dit, bon, bah, tout roule pour la région Île-de-France. Quand on zoome sur l'Île-de-France, on voit bien qu'en réalité, on a des inégalités extrêmement fortes entre communes. Et si on zoomait encore plus, typiquement sur la Petite Couronne, on aurait des inégalités massives. Si on zoome sur Paris, on a évidemment des inégalités très importantes entre chaque arrondissement et entre deux rues, entre même parfois à l'échelle du palier, on peut avoir là aussi des inégalités très importantes. Et là aussi, c'est un défi très important pour les pouvoirs publics. En résumé, je terminerai là-dessus, on peut essayer quand même de simplifier un peu les choses en estimant qu'il existe 4 nuances de territoires populaires, urbains, périurbains et ruraux, que ces territoires ont des points communs, mais qu'ils ont aussi des différences. Je m'explique. Dans les quartiers de grands ensembles, on a en moyenne une population plus jeune, on a des territoires qui sont dynamiques sur le plan démographique, avec des services publics qui n'ont pas toujours suivi dans leur développement la croissance démographique de ces habitants, avec des enjeux, des besoins sociaux particuliers, avec des populations d'origine étrangère qui peuvent être importantes, avec des difficultés sur le plan scolaire. On a ce type d'enjeux-là. Quand vous allez dans des territoires périurbains ou ruraux, on va être là, pour le coup, sur des problématiques d'éloignement au service. Où on peut parfois d'ailleurs avoir un revenu un peu supérieur, mais on est extrêmement sujet aux variations des cours des matières premières pour se chauffer, pour se déplacer, avec en parallèle dans les territoires ruraux des populations, en tout cas dans les territoires ruraux populaires, qui peuvent être vieillissantes, et donc avec des enjeux de dépendance aussi très forts dans ce type de territoire. Vous voyez, c'est la France décrite dans les travaux du sociologue Benoît Coquart ou du romancier Nicolas Mathieu, pour ne citer que quelques exemples. Donc plutôt un grand quart nord-est de la France ou le centre de la France, mais pas uniquement.
Et puis, vous avez aussi ces territoires un petit peu de l'entre-deux qui sont les centres historiques de villes moyennes. Alors, pas tous les centres historiques de villes moyennes, mais en tout cas une partie d'entre eux, où on voit bien qu'on a des difficultés, là aussi, avec parfois des décroissances démographiques assez marquées, un vieillissement de la population et des services publics qui existent, puisqu'on est souvent dans des villes préfectures, sous-préfectures, mais qui ne se sont pas toujours adaptés à l'évolution de la population, certes moins nombreuse, mais potentiellement plus populaire, plus âgée, et donc avec des besoins sociaux qui là aussi ont évolué et dont on n'a pas forcément toujours su accompagner l'évolution. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Achille Varnan. Je vous propose de faire un premier tour de table, juste de réaction aux éléments présentés par Achille. En bref, la pauvreté se retrouve partout. Est-ce qu'il y a un élément que vous retenez ou sur lequel vous souhaitez insister, au regard aussi de ce que vous connaissez sur votre territoire ou dans le cadre de vos actions? Florian Bercot, je vous passe la parole. Merci pour cet exposé qui montre bien que la géographie peut expliquer des choses. Première réaction, c'est quand on regarde la carte de France, on voit quand même que la diagonale du vide, le nord et le sud, rappellent légèrement un vote d'extrême droite. Donc on voit bien qu'il y a quand même une géographie globale si on le fait. D'autres sociologues comme Marco Berti ont superposé la carte des émeutes avec la carte des Gilets jaunes et on retrouve des similitudes. Donc on voit bien que quand même, pour lutter contre la pauvreté, il faut des politiques géographiques, il faut des politiques d'aménagement du territoire, que ce soit donc pour réindustrialiser. Si demain je suis ministre de l'économie, je réindustrialise peut-être davantage le nord, le sud pour créer un lien emploi plus fort et donc lutter contre la pauvreté. Et on voit bien aussi géographiquement que dans les quartiers populaires, certes, ils sont peut-être minoritaires en termes des pauvres en France, mais il y a une surconcentration. Il y a 7 fois plus de pauvres dans les quartiers populaires que dans le reste de la France, si je ne me trompe pas. Donc on voit bien quand même qu'il y a une concentration là-dessus. Donc l'approche géographique est intéressante. Ce que ne disent pas ces cartes, c'est l'approche par public, finalement. Et je crois qu'il y a la notion de vulnérabilité qui nous est chère à tous. Si on regarde les personnes les plus vulnérables dans notre société et voir comment on les traite dans nos politiques publiques, on voit bien qu'on ne répond pas à leurs problématiques. Je pense, puisque j'ai parlé d'extrême droite, le dernier arrivant, le migrant. Moi, je viens d'un territoire finalement mi-urbain, mi-rural. Il est mignon, mais il a toute cette pauvreté au pluriel. Donc, le dernier arrivant, le migrant, il travaille principalement dans l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on lui réserve comme sort? On le fait travailler comme intérim. Donc, il fait 18 mois d'intérim, et puis après, on lui dit on rompt ton contrat d'intérim, on attend 6 mois. Donc, je suppose que tu fais pendant 6 mois, tu erres dans les rues. Et après, 6 mois après, on te remet un contrat d'intérim, et voilà. Ça, c'est comme ça qu'on traite notre migration économique. Le deuxième public, c'est par exemple les jeunes de l'ASE. On en a beaucoup parlé. Et on voit bien que, alors là, personne ne s'occupe d'eux, il y a un éducateur pour 20 personnes, on voit que c'est une vraie difficulté dans tous les départements. Deuxième public vulnérable. Ensuite, on pourrait prendre les enfants en situation de handicap dans nos écoles. Moi, j'ai des déscolarisation d'enfants par manque d'AESH ou d'accompagnement, et les parents sont obligés de s'arrêter de travailler et donc sont soumises à des vulnérabilités liées à la pauvreté. On pourrait parler des familles monoparentales, qui là aussi, même si elles travaillent, on voit bien qu'elles sont parfois, certaines familles en difficulté, et où est la grande loi c'est la famille monoparentale. Donc on voit bien que public après public, on pourrait décrire des situations de vulnérabilité, de pauvreté, sur lesquelles on doit se questionner collectivement, et on a tous des réponses à apporter par la politique publique qu'on mène, puisque celle qui apporte le plus d'effets, c'est évidemment le logement. Quand vous êtes dans un logement social ou dans un logement privé, c'est plusieurs centaines d'écarts de loyer, parfois soit en milieu urbain, soit en milieu rural. On parle de transport. On voit bien que la gratuité des transports aussi économise des centaines et des centaines d'euros à la fin de l'année pour certaines familles. Donc c'est des questions éminemment politiques auxquelles on doit répondre par des politiques publiques. Anne-Claire Mialot. Merci beaucoup. Alors peut-être 2 réactions par rapport à ces présentations extrêmement intéressantes. Déjà, je pense qu'on a tous à gagner à éviter d'opposer les publics et d'opposer les personnes pauvres entre elles. Et je pense que la concurrence de la pauvreté, c'est le pire que l'on puisse imaginer en termes de politique publique. Je pense qu'on a des enjeux qui peuvent être différents selon les territoires concernés.
Il faut apporter des réponses à l'ensemble des problématiques qui sont posées sur cette question des personnes en situation de pauvreté et comment on peut agir collectivement sur ce point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans cette question de la pauvreté et du traitement spatial de la pauvreté, on a une question qui est complémentaire, qui est celle de la concentration et de la ségrégation socio-spatiale, si je reprends deux termes complémentaires de l'analyse statistique en matière de localisation. Et c'est vrai que la concentration de la pauvreté, parce que dans les QPV, vous le savez, l'analyse des QPV, c'est la concentration de pauvreté sur un même territoire. C'est ça qui fait la définition des QPV, avec d'ailleurs une évolution, vous l'avez vu voir dans la nouvelle géographie prioritaire, avec finalement beaucoup plus de QPV en dehors des grandes métropoles et la prise en compte justement de beaucoup plus de cas de pauvreté dans des villes moyennes ou dans la ruralité. Et cette concentration de la pauvreté entraîne des complexités particulières et des pertes de chances particulières pour les habitants qui habitent dans ces quartiers qu'il nous faut traiter, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les problématiques des personnes pauvres dans la ruralité ou dans les villes moyennes, qui sont des sujets également qui doivent être adressés par des politiques publiques. Je rajoutais donc un élément qui est celui de la ségrégation socio-spatiale. Et pour reprendre, en donnant quelques chiffres, l'étude que Florian Berco vient de citer à l'instant de Marco Oberti, il a fait une étude suite aux émeutes de 2023 pour comparer, pour avoir une analyse sur le territoire des émeutes de 2023 et le territoire des Gilets jaunes. Et son étude, elle est extrêmement intéressante parce que déjà, ce qu'il dit, c'est qu'on a 63% des communes qui ont connu à la fois des émeutes et des événements de Gilets jaunes, que la particularité des émeutes de 2023, c'est qu'elles sont sorties des métropoles, et vous l'avez dû le voir dans un certain nombre de vos villes, elles sont sorties des métropoles, elles ont touché beaucoup plus les villes moyennes et les petites villes, que le critère commun finalement de toutes ces populations, c'était deux choses, la ségrégation et l'éloignement des services publics, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et sur cette question de la ségrégation, ce qui était très intéressant dans son étude approfondie, c'est qu'il disait finalement le meilleur déterminant de ces émeutes, ce n'était pas le taux de pauvreté ou le taux de famille monoparentale, son intuition initiale à la sortie des émeutes en septembre, mais le niveau de ségrégation socio-spatiale. Et finalement, c'était ce niveau de ségrégation socio-spatiale, ce sentiment d'être à l'écart, ce sentiment d'être abandonné, qui était le plus fort élément mobilisateur, que ce soit pour les Gilets jaunes ou les émeutes de 2023. Et donc on voit bien qu'on a des éléments finalement communs dans un certain nombre de problématiques que l'on peut constater dans ces différents territoires qui nécessitent une réponse en termes de politique publique. Voilà. Et le troisième point que je voulais rajouter, c'est que dans les cartes que vous avez montrées, on n'a pas la carte avant-après, mais la carte Île-de-France, on le voit bien. Le troisième élément, c'est que la tendance depuis 20 ans, c'est l'augmentation extrêmement forte des inégalités sociales et des inégalités socio-spatiales. C'est documenté dans le rapport de la Commission européenne sur les fonds structurels européens qui dit que c'est en France qu'il y a eu une plus grosse aggravation des inégalités entre les régions d'un point de vue socio-spatial. Hein. Donc on est un des pays sur lesquels les inégalités ont fortement augmenté et où on a des régions dont le PIB par habitant a baissé. C'est aussi documenté, on en parlait juste avant, par la dernière étude de l'INSEE qui a été publiée hier sur revenus et patrimoine, qui montre la part prise par le patrimoine immobilier dans l'augmentation des inégalités sociales et, je rajouterai, des inégalités socio-spatiales, parce que si on le couche sur une carte, on verra l'augmentation des inégalités socio-spatiales avec des chiffres quand même extrêmement significatifs. Augmentation du patrimoine immobilier de 233% entre 1998 et 2021, 233%. Pour les 10% des personnes les plus riches, c'est 84%. Pour les 10% des personnes les plus pauvres, c'est moins 54%. Et le chiffre que citait aussi Florian, mais je crois que c'était en aparté, c'est que ça profite aux 70% des personnes les plus riches dont le patrimoine a triplé. Cette hausse du patrimoine immobilier qui est en fait un sujet éminemment territorial, parce que la question du logement et de la valeur du logement, c'est un sujet éminemment territorial qui se pose dans les grandes métropoles, dans le littoral, dans la montagne. C'est un sujet majeur qui explique les augmentations des inégalités socio-spatiales. Et donc ce que je rajouterai comme analyse tendancielle, mais que le temps vous a probablement... on n'a pas le temps forcément d'évoquer tous ces sujets-là, mais c'est la question de l'augmentation des inégalités sociales et qui ont une traduction territoriale, ce qui, d'un point de vue de politique publique, doit collectivement nous interroger. Anne Terlez, vous vouliez aussi revenir sur la question de la vulnérabilité et des personnes en
en rupture et qui peuvent justement tomber dans la pauvreté. Oui, alors en fait, en réaction un peu à l'exposé, moi je suis dans un territoire, donc une agglomération, 105 000 habitants, 60 communes, un bipôle urbain, une ville-centre historique, 19 000 habitants qui porte désormais 2 quartiers géographie prioritaires. Et la dernière née des villes nouvelles, Val-de-Reuil, dont peut-être beaucoup ont entendu parler parce que régulièrement Val-de-Reuil défraye la chronique malheureusement, et donc avec quasiment l'intégralité de la commune en quartier de géographie prioritaire aussi. Et puis tout le reste, c'est de la ruralité, avec effectivement des petites villes, notamment Gaillon, qui ont vécu des émeutes voilà, il y a un an un peu passé maintenant, ce que nous n'avions jamais vu précédemment. Et donc je suis frappée par ce qu'on disait, c'est-à-dire sur cette opposition. Moi, je vis en conseil communautaire, cette opposition entre la France périphérique, ses besoins, ses revendications, son agenda maintenant, et la politique de la ville et ce que nous menons en matière de politique de la ville, avec des débats qui, pour résumer, relèvent de mais vous vous rendez compte des millions qu'on met à Louviers, à Val-de-Reuil pour les ANRU, et nous qui vivons aussi ces pauvretés. Et cette opposition, alors je ne sais pas comment vous la vivez dans vos territoires, mais moi je la trouve dans ce milieu périurbain dans lequel je vis très fort. Et je suis marquée par ailleurs par la réalité complexe de ces pauvretés et sa répartition complexe aussi, on vient de le dire, et ses évolutions complexes. Et je me dis effectivement que ça interroge, ça bat en brèche nos approches institutionnelles classiques, héritées effectivement du Conseil national de la résistance, nos approches institutionnelles, et même la coordination d'ailleurs entre les différentes échelles. C'est-à-dire qu'habituellement, traditionnellement, c'est quand même le conseil départemental qui est chef de file de l'action sociale et donc qui s'en charge avec, de manière plus ou moins efficace d'ailleurs, les grandes associations, parce qu'on n'en parle pas, mais les grandes associations caritatives. Or, ce que démontrent ces cartes et ce que nous venons de dire, c'est qu'en fait, on a une réalité d'une très grande complexité qui, du coup, nous appelle à avoir une approche tout à fait systémique. Et dans un contexte, en plus, quand même, il faut le dire aussi, le rappeler, qui est plutôt le contexte d'un changement d'air. On est dans un changement d'air. On vient de vivre une crise sanitaire absolument incroyable, mais avant cette crise sanitaire, on avait déjà une révolution numérique, une révolution démographique, on en a parlé avec le vieillissement de la population, et une révolution écologique. Et d'ailleurs, quand on voit cette carte, je me dis que les territoires qui sont les plus rouge foncé, spécifiquement dans le sud, pourraient interroger, parce qu'on pourrait se dire que là-bas, il y a le soleil, etc. Mais on est aussi, si on le croise, et d'ailleurs on a mené des territoires très inégalitaires, mais on est sur les limites d'habitabilité aussi. Et donc on peut croiser d'ailleurs les questions écologiques avec les questions sociétales et sociétales. Et donc du coup, on pourra s'interroger là-dessus, mais comment on passe de cette réalité complexe à une approche systémique d'alliance territoriale finalement, et alors donc oui, moi je plaide pour qu'on ait cette approche systémique. Florian l'a très bien dit, on pourrait imaginer par exemple, quand on regarde cette carte, d'avoir une approche d'aménagement du territoire et donc de réindustrialisation. Et on se dit là, quel est le rapport finalement, hormis l'emploi, quel est le rapport avec les questions de pauvreté. Mais quand on regarde aussi la carte sur, et ça m'a frappé, sur, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, mais sur l'étude là, sur l'origine... voilà, c'est ça, de position sociale des parents des enfants qui sont, des lycéens. On a eu une présentation à Louviers de la rectrice de Normandie qui nous alertait sur le fait, alors on le pressentait, sur le fait qu'on a un taux de jeunes qui, en sortant de 3e et de seconde, vont en lycée général et technique, qui est pitoyable en fait. C'est absolument incroyable. Dans notre région, les jeunes ne se projettent pas sur un lycée général ou technique pour obtenir un bac, et alors encore moins vers les études supérieures.
Et donc, en fait, il y a la ségrégation socio-spatiale, géospatiale, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez dit, socio-spatiale, pardon, géospatiale, c'est redondant. Mais aussi, il y a l'incapacité du... Enfin, ça finit par raconter une histoire que les jeunes s'approprient, d'ailleurs. Ils sont convaincus qu'ils sont assignés à résidence, qu'ils ne peuvent pas accéder. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Il faut les sortir de ça. Et du coup, je me disais, on commence à imaginer des politiques publiques qui sont plus tournées vers la mobilité internationale, mobilité interne à la France, mais mobilité internationale, qui permettrait aux jeunes de se projeter. Et ça, on pourrait se dire que c'est pas une approche, c'est pas une manière de traiter la pauvreté de manière monétaire. Aujourd'hui, en France, on traite la pauvreté de manière exclusivement monétaire parce qu'on ne la considère que comme une pauvreté monétaire. Et donc, peut-être faut-il prendre le pari, en plus, que, en fait, tout le monde est soumis à des accidents de la vie qui fait que cette approche systémique serait d'assumer, et on en reparlera, on développera peut-être après, mais d'assumer l'universalité de la vulnérabilité. Voilà. Mon territoire de l'Eure, c'est un territoire de travailleurs pauvres avec charge de famille, en fait. Et souvent, travailleurs pauvres avec charge de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire un couple biactif. Ils bossent tous les deux et ils ont une charge de famille. Et la structure sociale, sociétale de notre territoire fait qu'ils sont très vite sous le seuil de pauvreté, ou alors, mais même juste au-dessus, en fait, finalement. Ils ne sont pas encore considérés dans les personnes les plus pauvres, mais ils n'arrivent pas à vivre pour autant, et ça crée la colère qu'on connaît. Il faut qu'on travaille là-dessus, et on voit bien à quel point, je pense que tout le monde dans cette salle peut témoigner des accidents de la vie, une maladie, une rupture professionnelle, une séparation, des violences intrafamiliales, un problème de santé, qui crée des situations de vulnérabilité. Et notre approche systémique, elle est peut-être d'assumer l'universalité de la vulnérabilité. Merci. Jean-Yves Brognier, vous devez vous retrouver là, dans ces éléments. Et en préparant l'atelier, vous parliez aussi de prison verte pour décrire votre territoire notamment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis président d'une communauté de communes de la ruralité et du périurbain. On n'est pas dans la diagonale du vide, hein. On est proche de Lyon, mais il y a un gradient finalement d'influence lyonnaise et on va jusqu'à une ruralité. Moi d'abord, je suis extrêmement heureux qu'on puisse avoir cette discussion. J'allais dire enfin. Alors, on a affiché pauvreté. C'était presque provocateur d'une certaine manière parce que en travaillant ce sujet, je rebondis sur ce que disait Anne, on est arrivé à se poser la question de la vulnérabilité parce que la pauvreté, on a l'impression que c'est un truc des autres. C'est les autres qui sont pauvres. C'est le voisin. Mais par contre, on est tous vulnérables, comme tu l'as dit. Et dans des territoires ruraux comme le mien, on est encore plus vulnérables parce que, en fait, ce sont des territoires qui sont extrêmement difficiles et fragiles pour les plus sujets, en fait, aux variations de la vie, et notamment la variation économique quand même. Parce que quand on est dans un territoire rural, il faut se loger. Ça, c'est pas le plus compliqué en le pressant. Par contre, il faut surtout bouger. Et donc, on a bien senti, en fait, les mouvements qui ont été des mouvements de type Gilets jaunes, qui sont venus quand même des territoires ruraux aussi, pour une question économique, parce qu'il faut bouger. Sauf que bouger, c'est ce qui se voit, mais il y a un autre truc, c'est se chauffer. Et en fait, une des vulnérabilités qui est invisible, c'est la précarité énergétique par rapport à la question du chauffage. Je mets juste cet exemple pour dire qu'il y a aussi quelque chose dans la ruralité, c'est que finalement, ces sujets, on n'en parle jamais. Donc là, moi, je suis extrêmement intéressé par ce travail, évidemment, et nous l'avons mené aussi sur notre territoire, parce qu'on a mené un diagnostic sociodémographique qui vient contredire un peu une espèce de fantasme français de la systématique campagne heureuse. C'est pas toujours heureux à la campagne. Et dans notre diagnostic sociodémographique, au balcon du Dauphiné, on s'est aperçu que 10% de nos populations vivaient en dessous du seuil de pauvreté. La moyenne nationale était à 14 et des brouettes. On peut dire, c'est bien, on a 4 points de moins que la moyenne nationale. Mais les pauvres, c'est une chose. Mais le premier et le deuxième décile, ils vont pas si bien que ça. Et en plus, ils nous le disent. Et là, c'est notre travail de responsable politique. Ils nous le disent. On sent que les gens sont crispés. Et on le voit dans le vote. Moi, je le vois sur mon territoire. Je suis sur un territoire, il y a 2 députés Rassemblement National sur ma Comcom. Ça me fait pas rire. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que ces mecs se baladent sur mon territoire. Ils n'ont rien dans les poches. Et ils font les sauveurs. Et ils ne sauvent rien du tout. Donc ça veut dire que moi, c'est la responsabilité que je me suis assignée. En tant que responsable politique, je dois m'en préoccuper. Alors mes prédécesseurs disaient, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Macron si ça merde. Pardonnez-moi. Bah si.
Parce qu'en tant que responsable politique, on doit aller prendre nos responsabilités. Et on doit traiter ce problème. Et ce problème, il va aller en priorité sur la question du logement, et en priorité aussi sur la question des mobilités, parce que les mobilités, c'est la clé des accès. C'est l'accès au travail, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à la formation. Et oui, moi j'habite un territoire qui, pour les plus vulnérables, est une prison verte, mais c'est une prison quand même. Et c'est une prison aussi pour les jeunes. Et on doit les faire sortir, ou faire en sorte qu'ils puissent sortir de ces territoires pour aller se former, pour aller à la santé, pour aller aux loisirs, etc., etc., etc. Donc ce regard est important. Encore une fois, ça a été dit. En fait, on a de telles multitudes de territoires que même si on additionnait toutes nos expériences, ça ferait que des exemples, mais il n'y a rien qui serait à suivre. Tous les territoires qui veulent agir sur ces sujets-là doivent procéder à l'analyse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les problématiques? Mais il n'y a pas de règle générale. On a du mal finalement à définir les objets, mais en fait, on sait bien que sur le territoire, on a des choses à dire et à faire. Voilà en premier lieu ce que ça m'inspire. Merci, la parole est à vous. On a déjà dit beaucoup de choses. Monsieur, merci, juste ici. Voilà. Et merci de vous présenter et de nous dire de quel territoire vous venez. Jacques Breillat, je suis le maire de Castillon-la-Bataille en Gironde, président de l'intercommunalité de Castillon-Pujol, 31 communes, 19 500 habitants, secteur de monoactivité viticole et aussi conseiller départemental. Ce que les éléments de cartographie, de mon point de vue, apportent de riche à la réflexion qui nous est soumise, et ce que je retiens, c'est surtout que plus de la moitié des personnes en situation de pauvreté aujourd'hui ne sont pas retenues dans les aires et périmètres d'allocation de moyens de la politique de la ville. Il y a une profonde inégalité de traitement. Et je vais l'illustrer à partir de ma commune. J'ai 25% d'allocataires du RSA. Taux de chômage, 27%, qui monte à 41% chez les jeunes, de 18 à 25 ans. 33% des ménages ne disposent pas de moyens de mobilité. 33%, pour faire écho à ce que vient de dire notre collègue. Et on nous a opposé, au moment des critères de mise en œuvre de la politique de la ville, plus de 11 250 €, enfin, pour plus de 50% de la population, un revenu médian inférieur ou égal à 11 250 €, pas par mois, sinon on serait en Suisse. Là, le couperet de l'aire urbaine avec le seuil de 10 000 habitants. C'est scandaleux. Il y a deux pauvretés en France. Il y a la pauvreté prise en compte par les politiques publiques de l'État avec l'allocation de moyens qui vont au-delà du droit commun, que je ne remets pas en question. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut déshabiller les eaux urbaines pour réhabiller la pauvreté ou en tout cas essayer d'améliorer la situation des pauvres en secteur rural. Mais il y a deux pauvretés, disons-le très clairement, et ça apparaît dans ce que vous venez de nous présenter. Il y a une pauvreté prise en compte par des politiques publiques, quartier prioritaire politique de la ville, très bien, et il y a une pauvreté rurale qui, elle, n'est pas prise en compte. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et à chaque fois que je demande d'accéder à des mesures qui vont au-delà du droit commun, on m'oppose régulièrement ce couperet de 10 000 habitants, comme si finalement, il valait mieux être pauvre, pardon de dire les choses ainsi, dans certains quartiers que pauvre dans des communes rurales. C'est, de mon point de vue, inacceptable et ça doit faire l'objet d'une réflexion globale. Il n'est pas normal qu'un certain nombre de mesures, qui sont de bonnes mesures d'ailleurs, hein, parce que je demande à y accéder, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, qui sont de bonnes mesures, ne puissent pas s'appliquer à des territoires comme les miens. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Non, oui, Florian Berco. Il ne faut pas tomber dans le... Je comprends tout à fait l'analyse, mais il ne faut pas tomber dans le piège. J'ai l'impression qu'on oppose la France du RSA à la France du SMIC. Je pense que ce n'est pas parce qu'on fait plutôt bien pour les quartiers en géographie prioritaire et qu'effectivement il y a des faits statistiques, et ce n'est pas parce qu'on ne fait rien pour le reste que l'un empêche l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr, c'est important de se le repréciser. Voilà. Donc effectivement, parce que la pauvreté des quartiers populaires, elle est quand même beaucoup plus simple, puisqu'elle est concentrée,
elle est identifiée, alors que la pauvreté urbaine, on l'a vu, nous on a fait une analyse des besoins sociaux à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'agglomération. La pauvreté est beaucoup plus diffuse, les réalités de vie sont complètement différentes. Par contre, il y a un vrai enjeu de mobilité, d'accès au travail, etc., etc. Mais aujourd'hui, si on approche les publics les plus vulnérables, les plus pauvres, sont les jeunes et sont les personnes âgées, puisque effectivement, quand vous êtes retraité pauvre, vous faire une santé financière, c'est compliqué, vous n'avez plus l'accès au travail. Donc on voit bien que c'est quand même par ces deux politiques publiques, jeunes et personnes âgées, qu'on peut peut-être travailler des politiques publiques pour sortir de la pauvreté. Est-ce que vous m'autorisez à rebondir rapidement? Rapidement. Le seuil des 10 000 habitants, c'est la vision des technos. Voilà, on met un couperet à 10 000 habitants. Je pense qu'on a calculé le budget que ça devait, sans doute, on l'a mis à 10 000, parce qu'il devait y avoir un calcul en termes d'implication budgétaire. On ne peut pas s'en satisfaire. Moi, je n'ai pas opposé à aucun moment ce qui se fait, je ne remets pas en cause ce qui se fait sur le quartier politique de la ville. Je dis simplement qu'à partir du moment où, localement, il y a une organisation, il y a un portage politique, il y a une gouvernance pour pouvoir avancer sur ces questions, on devrait être capable, dans ce pays, de se dire que peut-être, il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas 10 000 habitants, mais comme il y a un portage politique, peut-être qu'il serait intéressant, avec l'ensemble des acteurs locaux, de pouvoir mettre en place des choses qui vont au-delà du droit commun. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ce n'est pas le cas dans tous les territoires, d'ailleurs. Peut-être juste un mot, même si en tant qu'ANRU, moi, j'applique ce qui est décidé en la matière, mais effectivement, donc, les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis donc, sur la base d'un carroyage de l'INSEE, vous le savez toutes et tous, avec l'analyse de la concentration de la pauvreté dans un certain nombre de quartiers. Et il y a effectivement des effets de seuil dont vous venez de parler, qui ont été définis. Je ne pense pas par rapport à des questions budgétaires, mais en tous les cas, ce n'est pas moi qui m'en occupe, donc je ne peux pas parler à la place de ceux et ceux qui le font. C'est un sujet qui est porté, bien sûr, par le ministère de la Ville en centrale. Mais ce sont des seuils qui ont été mis par rapport aux critères de ce que c'est qu'une ville, effectivement, une conception des QPV comme étant des quartiers politiques de la ville en ville. Et donc, la question que vous posez, c'est la question de la façon dont on peut identifier, cartographier la pauvreté dans des villes, des petites villes ou dans la ruralité, qui est un vrai sujet parce qu'il y a moins de concentration, peut-être, où il peut y avoir de la concentration, mais de manière différente. Et c'est un peu ce que présentait Achille Varnant dans ses présentations, de comment on arrive à identifier, à cartographier et du coup après à adresser en termes de politique publique, des politiques publiques pour les territoires ruraux. Et donc c'est vrai que quand on a les zones de redynamisation rurale, par exemple, c'était un peu le pendant des zones franches urbaines. Les deux dispositifs perdurent, bon an, mal an, bref, je ne vais pas revenir encore sur ces sujets-là. La question que vous posez, c'est la question d'avoir une définition dans les autres territoires en dehors des aires urbaines de plus de 10 000 habitants pour cartographier cette pauvreté et du coup adresser des politiques publiques fondées sur une répartition objective. Parce que certes, j'entends, et encore une fois, je suis tout à fait consciente et tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des personnes pauvres avec des pauvretés totalement différentes et qui peuvent, dans plein de territoires, la question sur les QPV, c'est la concentration de cette pauvreté avec, dans ces territoires, 50%, plus de 50% des enfants qui vivent dans des familles en situation de pauvreté, avec un taux de pauvreté à plus de 43%, et donc des concentrations qui font que, en termes d'assignation à résidence, en termes de mobilité, etc., c'est particulièrement compliqué, et ça permet d'adresser des politiques publiques sur des territoires ciblés. C'est le problème du ciblage des politiques publiques. Je pense que la question que vous posez, c'est comment on arrive à identifier spatialement pour adresser des politiques publiques, la pauvreté dans les petites villes et les zones rurales, et après avoir des outils de politique publique qui répondent à ces enjeux spécifiques. Je voulais réagir, oui, en disant que c'est justement pour cela que nous avons créé cet atelier, voilà, pour essayer de répondre. Alors, on sait bien qu'on ne va pas répondre parfaitement à vos questions, mais voilà. Et puis peut-être une remarque, parce qu'effectivement, on a des moyens financiers très importants sur les quartiers, sur la politique de la ville, aussi bien par l'ANRU que par les crédits spécifiques de l'État, et puis nos fonds propres aussi, hein, sur ces quartiers de géographie prioritaire, en raison, on l'a dit, de l'intensité et de la densité de pauvreté, parce que c'est vrai qu'en plus de la densité, on y est beaucoup plus pauvre qu'ailleurs. Mais il y a un paradoxe peut-être qui est que donc il faut qu'on arrive à identifier les autres poches de pauvreté, cartographier
ou pas, enfin, ou cartographie. Oui, je sais pas, ça sera peut-être pas d'une finesse aussi importante en raison de ce caractère diffus. Mais moi, j'ai appris une chose depuis que je suis aussi élue au conseil départemental, c'est que finalement, cette approche-là, la considération qu'on doit avoir pour ces poches de pauvreté dans la ruralité ou dans le tissu périurbain, ne nécessite pas tant des moyens monétaires supplémentaires que des méthodes de travail différentes et une approche différente. Voilà. Alors, je ne le dis pas parce qu'on est dans un contexte de raréfaction de nos ressources, voilà, mais parce que réellement, c'est davantage une question de représentation, d'alliances territoriales très fortes, de mailles de travail différentes, et on le dévoilera peut-être un peu après, mais nous, on a... voilà, mon élection au département et les fonctions que j'occupe évidemment à l'intercommunalité et spécifiquement dans notre association d'élus m'a permis de développer une méthode différente qui, j'espère, portera ses fruits. C'est encore un peu trop tôt pour que j'en parle, pour que je puisse le certifier, mais voilà, c'est méthode. Il y a de la méthode. Merci. Monsieur Soto. Oui, Jean-François Soto, maire de Gignac dans l'Hérault, président de la vallée de l'Hérault, conseiller départemental et vice-président à l'intercommunalité de France en charge des problématiques de santé. Je trouve que tout ce qui a été dit, évidemment, je le partage au niveau du constat. Il y a un élément sur lequel aussi il y a une accélération. Et pour la partie du Sud, or je ne vais pas revenir sur la cartographie des votes parce que nous, on est vraiment très impactés. Et pourtant, on est à côté de deux grosses métropoles, Toulouse d'un côté et la métropole montpelliéraine. Pour autant, il y a un élément sur lequel il me semble il faudrait que l'on insiste un peu plus, c'est l'accès aux soins en général. Parce que c'est un critère qui est aujourd'hui, en plus du côté éducatif, des mobilités bien entendu, tout ce qui a été dit par le collègue de la Gironde, mais il me semble qu'en tous les cas, l'accès aux soins, c'est aussi un élément qui est de plus en plus fortement impactant dans une réaction parce que là où ils peuvent, et pourtant Dieu sait qu'il y a des centres hospitalo-universitaires à côté, mais attention, l'ouverture à de la médecine hyper libérale avec des dépassements d'honoraires très importants aussi, sont aussi des critères qui, me semble-t-il, pour ne pas opposer le RSA avec le SMIC, mais malgré tout, il y a aussi cet élément qui me semble que dans la cartographie, vous l'avez fait pour les lycées, vous pourriez le faire aussi avec des éléments d'établissement et des prises en charge pour l'accès aux soins pour tous et toutes dans un principe d'égalité, quelles que soient les origines. Merci. Monsieur Tran. Je vais juste répondre. Petite anomalie statistique sans doute de mon territoire, la Mayenne. On est le territoire avec le 3e désert médical de France, mais avec l'espérance de vie en bonne santé supérieure à la moyenne nationale. Ça montre bien que ce n'est pas forcément la présence de médecins qui garantit la qualité, la qualité de vie. Non, mais c'est important, je disais en boutade, mais voilà, on voit que les statistiques sont beaucoup plus complexes à manier. Monsieur Trangevant. Pierrick Trangevant, donc vice-président de l'économie à Mayenne Communauté, qui est donc en Mayenne, au nord de la Mayenne, territoire très rural. Moi, ce que j'avais envie de réagir par rapport à ce que vous venez de nous présenter, c'est que ça m'envoie à deux approches. Il y a une approche qui est macro, où on doit regarder d'une manière très précise, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se doit au niveau du pays. Et je dis ça en faisant des références intellectuelles. Je pense par exemple que vous avez beaucoup parlé de la transmission du patrimoine, etc. Je repense aux travaux de Thomas Piketty sur la transmission du patrimoine qui allait de toute façon accélérer de manière absolument incroyable les inégalités. Donc c'est un travail où là, il y a politiquement quelque chose à faire pour que on arrête cette course folle à l'inégalité du logement, qui est une inégalité majeure. Je repense du coup, d'un point de vue micro, au travail qu'a fait Kaila Guilepsi sur la manufacture de l'homme apolitique et comment l'ultralibéralisme concrètement produit, alors à la petite échelle locale, on voit le désintérêt et le repli sur soi
de manière absolument dramatique à tous les niveaux. Chez nous, nous avons regardé sur la mobilité des jeunes pour regarder les choses. Lorsqu'on a fait ce premier travail, on avait une mobilité qui pouvait aller jusqu'à 30 km. Aujourd'hui, elle est de 10. Vous voyez comment on s'est réduit dans quelque chose qui est absolument dramatique pour aider ces jeunes. Et donc, nos politiques vont aussi regarder tout ce qui est la mobilité pour permettre de faire 5 km de plus, donc le permis de conduire, les transports, la gratuité, enfin un certain nombre de choses. Et on est en plein emploi, c'est-à-dire qu'on est à 4,8% et un développement économique. Donc il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, et pourtant cette pauvreté-là, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est une pauvreté qui est invisible, qui est muette, et qui ne se voit pas. Et donc, je m'interroge en vous écoutant sur le fait qu'il faut deux approches sans doute très très différentes, et avec une nécessité de cartographier. Alors je ne sais pas comment on peut le faire dans nos collectivités, mais je pense que les cartes, moi je suis un fada de géographie, les cartes peuvent nous aider dans nos communes, dans nos communautés de communes, à cartographier davantage les choses. Merci. En une phrase, ça me fait penser à Dostoïevski qui disait on mesure le degré de civilisation d'un pays à l'état de ses prisons. C'est le grand paradoxe français. On a un pays riche et pourtant on a des prisons surpeuplées. À la ville de Laval, on est à 230% de taux d'occupation. Dans une cellule de 12 mètres carrés, vous avez 3 personnes. Il n'y a pas de place pour le 3e sommier. Il est sur un matelas par terre. C'est ça notre pays aujourd'hui et c'est ce qu'on veut dire dans cette table ronde. C'est que c'est très paradoxal. On a la richesse d'un côté, on a de la pauvreté de l'autre, mais on n'arrive pas à mettre la tuyauterie qui va bien. Achille Varnon, peut-être juste une réponse là, sur les ensuite à vous, monsieur. Ouais, non, juste une petite remarque un peu dans tout ce qui a été dit. Alors, d'abord, sur la question de l'aire urbaine, je trouve ça intéressant parce que ça nous montre bien que des critères techno, comme vous l'avez dit, peuvent avoir une implication politique. Et donc, le choix des critères que l'on utilise et de la manière dont on les constitue est, d'une certaine manière, politique. Et la manière dont on cartographie, les critères que l'on utilise est aussi politique, donc c'est aussi important de l'avoir en tête. Sur la santé, juste une remarque très rapide pour dire que là, s'il y a bien quelque chose qui fait commun entre territoires populaires, cette question est importante. Et j'en viens juste sur la question des cartes. Elle me semble fondamentale. Effectivement, en fonction de l'échelle considérée, on se pose les problématiques différemment. Mais en fait, en fonction des problèmes publics auxquels on est confronté, je pense qu'il ne faut pas utiliser forcément les mêmes cartes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à considérer qu'en réalité, pour répondre à un problème, il faut le traiter à différentes échelles, à l'échelle de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région, de l'État évidemment, si on parle de l'action sociale par exemple. Et donc là, si on parle d'alliance des territoires, ce n'est pas qu'une alliance, j'allais dire, horizontale, c'est aussi une alliance verticale, parce qu'il y a un enjeu effectivement à peut-être mieux articuler les politiques publiques à différentes échelles et à multiplier aussi les diagnostics à différentes échelles. Donc on peut descendre à des échelles assez fines avec la cartographie, puis après il faut passer le travail aux sociologues. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. André Bayard, maire de la ville d'Étretat, Havre-Seine Métropole. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je tenais à dire une chose en particulier, c'est que plus le village est petit, mieux vous connaissez vos habitants. Et mieux vous connaissez vos habitants, mieux vous pouvez régler les problèmes des gens. Étretat, c'est un village qui est particulier. Il y a des gens très riches, mais il y a aussi des gens pauvres, comme partout. Et vous avez des gens pauvres qui ont une fierté personnelle, qui ne veulent pas dire qu'ils sont pauvres. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher pour savoir pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans cette catégorie alors qu'ils rament dans leur vie. Et je peux vous dire qu'au niveau de notre commission d'urbanisme, notre commission de sociale, notre CCAS, nous aidons des personnes qui ne veulent pas qu'on sache que la ville d'Étretat les aide. Et ça, les CCAS, normalement, c'est là où ça commence de capturer la pauvreté des gens, de savoir dans quelle pauvreté ils vivent. Ou si c'est c'est pas un couple, un foyer monoparental, vous avez le problème de cette personne. Alors, vous allez essayer de lui trouver un emploi parce qu'elle peut avoir aussi des problèmes physiques, elle peut avoir des problèmes intellectuels. Donc, il faut savoir aider ces gens-là. Et là, c'est pas les associations extérieures.
Par contre, vous pouvez les diriger aussi vers le secours populaire ou vers le secours catholique pour leur dire, vous pouvez être aidé par ces associations-là. Et donc voilà. Alors, je vous dis, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, la pauvreté, je le vis très mal. Parce que je pense que il y a un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'un jour, le côte à côte, il va finir face à face. Mais il ne l'a pas dit par rapport à la couleur des gens ou là où ils habitaient. C'était dans la manière dans laquelle on traitait le social. Parce que dans un premier temps, quand vous dépensez des milliards pour du social, il y a un proverbe qui dit « qui paye contrôle ». Alors qui contrôle quand on donne de l'argent pour améliorer la vie sociale ? Ouais. Et ça, c'est important aussi de contrôler ce qu'on donne. Quand on donne de l'argent quelque part, on doit systématiquement assumer le contrôle de ce qu'on donne pour savoir où est passé cet argent et comment il a été dépensé. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et ça, c'est pas Emmanuel Macron, ça a commencé avec Giscard d'Estaing. Donc je ne suis pas macroniste du tout, hein. Je ne suis pas politique. Déjà, pour commencer, je vais vous le dire, je ne suis pas du tout politique. Je me suis présenté tout à fait par hasard et j'ai été élu tout à fait par hasard. Mais j'ai dit, maintenant que je suis maire, je dois assumer. Et ça, les maires, il faut qu'on assume. Toutes ces choses-là, il faut qu'on assume. Et je vous dis, c'est plus facile dans un petit village. Étretat, si beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup d'habitants à Étretat, c'est tout petit Étretat. Il y a 1000 habitants. Par contre, ces falaises l'ont rendu célèbre. C'est comme ça que je suis vice-président à l'Office du tourisme Havre-Étretat Tourisme Normandie. Mais je préfère m'occuper de la pauvreté chez moi. Voilà. Et la pauvreté, il faut savoir la découvrir. Et puis il faut savoir aussi dire aux gens qui sont un peu plus riches que les autres, arrêtez de... On est tous étretatais. Pour moi, Étretat, je ne veux pas entendre parler d'Étretatais de souche, d'Étretatais de Parisiens et tout ce qui s'ensuit. Je veux que les Étretatais... On est dans une société qui est un peu, un peu égoïste. Il faut dire le mot comme ils sont. On pense un peu à soi. À chaque fois, tout le monde veut des poubelles, mais personne ne veut qu'elles soient devant chez eux. Tout le monde veut des transports, mais il ne faut surtout pas que l'arrêt soit devant chez soi. Tout le monde... Voilà. Et tout est comme ça dans la France. Eh ben, il faut que les Français ils apprennent à vivre socialement. Parce qu'en fait, on a un problème sociétal en France. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez me poser des questions sur comment je fais, je peux... Peut-être une remarque à ce que vous avez dit. Dans le département de l'Eure, on a mené une grande concertation, les Assises des Solidarités. Je fais pas le détail, mais et on a voulu justement enquêter, faire une enquête, un sondage quantitatif, qualitatif. D'ailleurs, c'était très intéressant. Et on a une des questions qu'on a posées aux habitants de l'Eure, c'est si vous arrive un pépin dans votre vie, voilà, un problème, vers qui vous tournez-vous ? Et 86% d'entre eux se tournent vers leur entourage familial et amical. Voilà. Et voilà, avant leur mère. 86% d'entre eux se tournent vers leur entourage familial et amical. Et donc vous avez raison de dire qu'ils ont... voilà, parce que d'ailleurs on a creusé après la question dans ces entretiens qualitatifs et ils nous disaient, bah oui, on ne veut pas que ça se sache, on se sent... c'est dégradant, donc, etc. Et quand on leur dit, est-ce que si jamais vous ne pouvez pas faire autrement, parce que votre entourage familial et amical ne peut pas vous aider, alors ils se tournent massivement vers leur mère. C'est la mairie la référence. Et les associations caritatives, pas du tout. Absolument pas nommées. Donc ça vient peut-être à contrario de ce que vous venez de dire. Le département, j'en parle même pas. Alors là, on consacre les 2/3 de nos budgets à l'action sociale et on le nomme pas. Voilà. Mais par contre, l'approche, elle ne peut pas être que monétaire. Quand vous disiez ce qui paye contrôle, etc., ça ne peut pas être que monétaire. Oui, merci Anne. Merci pour votre... Non, c'est à nous maintenant. Il faut baisser la main, monsieur. bah, allez-y. Attendez, on va vous donner un micro. Ah oui, je redonne pas. Si. Non, mais en attendant, juste monsieur pour vous dire, en fait, ça paraît vrai, mais moi dans ma réalité, c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis maire d'un village de 900 habitants. Donc je peux en parler, je suis légitime à parler de cette question. Sauf qu'à 900, moi je ne sais pas finalement organiser la solidarité dont là on est en train de parler. C'est-à-dire, je ne sais pas faire de la crèche, je ne sais pas faire des mobilités, je ne sais pas construire du logement, je ne sais pas finalement répondre aux enjeux qu'on vient de placer là. Parce qu'en fait,
On ne parle pas de faire l'aumône, on ne parle pas de faire un chèque au CCAS ici. On parle de construire des territoires équilibrés et on parle de porter des politiques publiques qui jusque-là étaient dans un angle mort des élus locaux. Et moi, la conclusion que je voudrais tirer de tout ça, c'est de dire les communautés de communes, parce qu'elles représentent aussi des bassins de vie cohérents, sont l'exact bon endroit pour faire ça. Et en plus, sont l'exact bon endroit pour faire ça parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc, ça répond aux disparités territoriales et aux disparités d'analyse des territoires. Donc, on peut faire ce qu'on veut et on peut organiser des solidarités qui doivent être de notre responsabilité si on veut bien regarder les crispations de nos habitants. Juste pour réagir sur les questions de, finalement, la question de méthode, elle est importante. Moi, j'ai deux peut-être solutions à apporter. Je pense qu'il y a le fond et il y a la méthode de comment on sort la politique publique. Là, on est tous, finalement, on se l'est dit en introduction, il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de pauvreté dans cette salle. Il y a peut-être des situations de vulnérabilité, mais bref, on voit bien qu'il faut travailler avec les publics. Et ça a été cité par Anne, ATD Quart Monde, en la matière, a comme une capacité, une méthode d'écoute qui est propre à elle-même. Et ATD Quart Monde, en faisant parler les personnes les plus vulnérables et les plus en marge de notre société, a réussi à faire des plus belles innovations sociales qui existent dans notre pays depuis 10 ans, qui a fait consensus au Parlement, puisque ça a été voté à l'unanimité, c'est Territoire zéro chômeur longue durée. Et qui s'applique très bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Moi, j'étais à Pipriac, milieu complètement rural, ça marche. À Laval, en milieu urbain, milieu rural, ça marche. En milieu tellement urbain à Villeurbanne, ça marche. Et c'est quoi? C'est d'inverser la logique de l'emploi. On s'est dit que finalement, normalement, le marché de l'emploi, c'est moi, entreprise, j'ai besoin de tel CV, telle fiche de poste, et la personne s'adapte à l'emploi. ATD Quart Monde a dit, ben non, chaque personne humaine a un talent, on va embaucher la personne pour ce qu'elle est, et elle va créer l'emploi qui lui ressemble en fonction de ses capacités. On inverse la logique d'emploi. Ça, c'est important, c'est ces politiques publiques qu'il faut essayer de mener et de craquer le système. Deuxième exemple que je voulais partager avec vous, moi je l'ai fait sur le territoire lavallois à la suite des émeutes qui nous ont beaucoup marqué. On s'est dit, bon, ok, il y a toutes les statistiques, il y a toute la géographie, il y a tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on a peut-être oublié d'aller prendre la parole de ces discrètes, ces personnes qui ne parlent pas. Donc on s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat qui a été faite à l'échelle du pays et on l'a adapté aux quartiers populaires. Donc on a tiré au sort 50 Lavallois, une majorité issue des quartiers populaires, mais pas que, pour dire que la question des quartiers et donc de la pauvreté, ce n'est pas réservé aux pauvres, mais c'est quand même un enjeu politique en tant que tel. Ensuite, on les a fait travailler pendant 3 week-ends sur ces questions. D'abord un diagnostic à chaud, puis ensuite une rencontre deuxième week-end avec les experts qu'ils ont souhaité, et la rédaction du manifeste le dernier week-end, pour limiter les freins à la participation, parce qu'on a eu des bénéficiaires du RSA qui ont participé à cette convention. On les a indemnisés sous le format juré d'assises, et ça a donné ce rapport-là, ce manifeste. Qu'est-ce que dit le manifeste? Il revient à des choses très très simples, finalement. Le plus important, ce qui fait commun, c'est s'occuper de nos enfants. Donc la question de parentalité, la question de l'école et la question de la sécurité qui revient évidemment, mais c'est des choses très basiques qui sont au fondement de notre pacte républicain. Et pourquoi je dis que c'est une question de méthode? Ça, c'est pour tirer les fruits, prendre la parole des discrets et permettre la participation citoyenne de ceux qui ne s'expriment jamais. Mais ce qui est intéressant derrière, dans une convention citoyenne, c'est la conférence des parties prenantes. C'est que derrière, on réunit l'État dans toutes ses dimensions, le commissaire, la procureure, la préfète, enfin, toute son administration. On réunit le conseil régional, on réunit le conseil départemental, on réunit l'intercommunalité, on réunit évidemment la mairie de Laval, on réunit les partenaires sociaux à travers la CAF, et on dit maintenant, vous avez ce manifeste, on a 3 mois pour faire un plan d'action sur la base des propositions qui sont faites. Et là, on se met autour de la table pour traiter d'une seule question et de casser les problèmes de tuyauterie, les problèmes de mauvaise information, et peut-être réallouer les moyens au bon endroit. C'est d'abord ça, en fait, le travail. Et donc, je pense que la question de méthode est aussi importante que le fond qu'on a traité. Donc, moi, je vous livre ça. On est qu'à la moitié du chemin. On a fait le plus facile. Prendre la parole des habitants, rédiger un manifeste. Là, on est en train d'analyser toutes les propositions. Et pour Noël, normalement, pour décembre, on aura le plan d'action partagé avec toutes les parties prenantes. Parce que oui, les questions d'action sociale ne se limitent pas au département, ne se limitent pas à l'action de l'État.
on a toutes et tous finalement en notre pouvoir un petit bout de solution, mais il faut les aligner. On a un problème de tuyauterie, je pense, parce que la redistribution, et moi je veux quand même finir par une note positive, la redistribution fonctionne dans notre pays. La redistribution par le travail, ça a été encore dit ce matin, justement suite à la publication de l'étude de l'INSEE, la redistribution, enfin l'écart des salaires n'a pas bougé en 20 ans dans notre pays. Ce qui dysfonctionne, ça a été dit, c'est les inégalités patrimoniales, que ce soit immobilières ou des actifs financiers, qui là ont explosé, puisque 10% des Français détiennent 92% du patrimoine de notre pays. Voilà. Donc on voit bien que sur les constats, on arrive à être d'accord, mais maintenant c'est comment on passe à la vitesse mise en œuvre. Merci. Laurence. Ouais. Laurence Jaslinart, communauté de communes Anneau-la-Petite-Pierre dans le Bas-Rhin, dans le nord du Bas-Rhin. On est un territoire très rural. Moi, je voulais rebondir par rapport à certaines interventions quand vous avez dit à un moment donné « et le reste ». Je me suis sentie concernée, que j'étais le reste, c'est-à-dire les campagnes, les territoires ruraux. Donc, le reste me choque un peu. Enfin, un peu, et je suis modérée dans mes propos. Par rapport aux différentes cartes qui ont été évoquées, vous avez évoqué, il y a des réalités financières, voilà, il y a des seuils. La pauvreté, c'est aussi une réalité morale, et c'est aussi un sentiment et face à l'inclusion ou à l'exclusion. Et finalement, ce que nous on ressent, territoires ruraux à 35 km de Strasbourg, avec une ZFE, avec des critères un peu excluants. Quand un intervenant tout à l'heure a évoqué le vote électoral, chez nous ça fait un petit moment. Moi je suis maire d'un village. Il y a en effet un chômage très bas par rapport à ce que vous avez évoqué. Il n'y a pas de difficulté majeure. Mais en tout cas, il y a ce sentiment. Voilà, mon voisin, je sais qu'il vote RN, et je me dis pourquoi. Et là, je pense qu'il y a aussi ce sentiment et une fracture qui se crée aujourd'hui entre la ville au sens très large et le territoire rural. Et on nous accuse, hein, on a été, il y a une dizaine d'années, on a déjà été accusé par une association proche de la nature qui nous disait « Ah, les ruraux, c'est vous qui polluez ». Ben oui, mais de temps en temps, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser une voiture pour se déplacer. On voudrait bien avoir un tramway devant chaque maison, mais ce n'est pas possible. Et je pense que là, il y a un aspect sur lequel on doit vraiment travailler, c'est l'inclusion entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Et qu'il y ait des solidarités, parce qu'en effet, on a, nous, parmi nos habitants, ah oui, c'est les gens de la ville, ils ne veulent pas nous. Et quand je vois tous les dispositifs, moi je travaille sur le logement pour les jeunes sur notre territoire, c'est pas simple. De voir les dispositifs, bah, vous avez évoqué, hein, pour la ville, petite ville de demain, mais quand on descend, village d'avenir, enfin voilà, c'est juste un sparadrap, hein, parce que quand on est... moins de temps, ça ne sert pas à grand-chose. Et en rue, vous avez évoqué plein de dispositifs. Mais dans le milieu rural, c'est beaucoup compliqué de mettre en place. Alors évidemment, nous, on va le faire, collectivité. On a réfléchi, nous, au niveau de la Comcom, à un moment donné, un CIAS. Certains maires ne voulaient pas. On avait des bénéficiaires d'aide alimentaire qui allaient hors de notre territoire. Donc on se disait, il faut 30 km pour aller hors de notre territoire pour avoir un colis. On a réfléchi au niveau de la Comcom, et puis finalement, on est arrivé, c'est ma chef de pôle, qui est devenue présidente d'une association, friperie et épicerie sociale. Mi-septembre, l'épicerie sociale a démarré, on avait 5 familles bénéficiaires. Samedi, ils en auront 20. Voilà, et donc si on prend sur la même dynamique, donc les territoires ruraux, oui, il faut qu'on soit entendu, il faut qu'on soit pris en compte, et qu'il y ait des solidarités régionales, on va dire, au sens des habitants dans les urbains. Oui, il y a des politiques pour les urbains, mais il faut aussi qu'il y ait des politiques pour nous, les ruraux, pour qu'on puisse aller vers nos populations. Nous, on les connaît, nos populations qui sont en difficulté. Et on est aidé avec les partenaires. Voilà, on a la CEA, on a la CAF, on a des partenaires, mais il faut qu'on soit reconnu comme territoire où il y a des vulnérabilités.
Madame, je suis là. Vous êtes derrière le pilier. Le monsieur qui parlait des ruralités, c'était moi tout à l'heure. Donc je vais me représenter. Je suis maire d'un village de 900 habitants et président d'une Comcom de la ruralité à côté de Lyon. Donc j'ai les mêmes problèmes que vous. Ce que vous dites, on l'a tous en tête et nos habitants nous l'ont dit. Nos habitants nous l'ont dit. Donc c'est pour ça qu'on en est là. Alors, et puis, ça c'est le premier point. C'est de dire, on est en train de le faire. Nous, politiques, on est en train de se rendre compte de ça et on le met sur la table. Et je suis d'accord, effectivement, il y a des sujets de ruralité. Et moi, c'était mon propos tout à l'heure, de dire les pauvretés, elles existent, il faut déjà les regarder. Et ensuite, il faut traiter les vulnérabilités, parce qu'on est beaucoup plus sujet à la vulnérabilité, parce qu'on est moins accompagné. Ça, c'est le premier point. J'ai aussi le même problème que vous, parce que je suis à 30 ou 40 km de la métropole lyonnaise. Et effectivement, c'est un impensé de la loi NOTRe. On a métropolisé la France, mais on n'a pas mis en place la capacité de pouvoir avoir des instances de dialogue, une instance de dialogue hyper légère, pas sur les territoires qui se touchent, sur les territoires d'influence. Moi, je ne touche pas la métropole, mais par contre, sur les ZFE, on a eu une vague réunion et en fait, on n'a rien fait. Donc il y a un sujet, qui est un sujet aussi du législateur, mais c'est un sujet aussi de la responsabilité des métropoles. On commence à parler quand même contrat de réciprocité. Après la crise Covid, on a senti que nos collègues métropolitains avaient 2-3 sujets. 3 jours après, les épiceries commençaient à être vides. Donc ce n'est pas que de la solidarité qu'on demande, c'est de l'échange. Et un troisième point que j'entends aussi et qui est un sujet intercommunal pour nous, dans la ruralité, c'est la question du logement. C'est la question du logement public. Alors moi, à titre personnel, je ne parle plus de logement social. Parce que 76% de la population est éligible au logement dit social. Donc 76%, ce n'est pas 76% de pauvres. Ça veut dire que ça touche nos enfants et nos parents. Sauf que moi, j'ai un PLH qui prévoyait en 2019 53 sur 47 communes et une trentaine de villages, 53 logements sociaux dans les villages. On en a fait 10. C'est-à-dire qu'on a notre part à prendre. On a notre part à prendre. Par contre, quand ça commence par « je veux bien faire du logement, mais je ne veux pas les gens d'à côté », eh ben, nous, on a un travail à faire. Parce que moi, dans mon village, la maison devient tellement inaccessible, on a tous construit des écoles, mais les écoles se vident parce que la baraque, elle est inaccessible. Donc on a notre responsabilité aussi territoriale pour porter plein de sujets, et y compris la question du logement. Les outils, on les a. On a aussi quelques barrières à faire éclater. Ça nous appartient aussi. Alors je ne dis pas que aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je dis qu'il y a quand même des outils, et notamment sur la question du logement, je pense que là-dessus, on doit pouvoir agir aussi dans les territoires. Merci. Pardon. Et d'ailleurs, les territoires agissent déjà, notamment dans ce lien entre urbain et rural, puisque c'est ce qui compose bien souvent nos intercommunalités au sein même de leur territoire. Anne, est-ce que vous voulez peut-être justement illustrer concrètement ce lien urbain-rural qui se fait ? Je pense qu'on aurait échoué dans cet atelier si on n'avait pas réussi à vous convaincre de la complémentarité entre les territoires et du fait que justement les intercommunalités s'intéressent dans leur diversité à ce sujet. Et que justement, c'est parce qu'on a conscience des difficultés, des problématiques, etc., que la pauvreté n'est pas que monétaire, justement, qu'on a décidé pour la première fois, je pense, dans l'histoire des conventions d'intercommunalité de France, de parler de pauvreté. Pauvreté, et puis le titre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pauvreté rurale, pauvreté urbaine, même combat, point d'interrogation. Et je pense qu'on démontre là qu'effectivement, on a quand même le même combat. Et je ne sais pas si on pourrait d'ailleurs faire la balance entre... Parce qu'effectivement, on a tous en tête, et c'est pour ça que je disais en introduction qu'il fallait qu'on déconstruise certaines de nos représentations, que l'ANRU, enfin les politiques pour les quartiers prioritaires, notamment l'ANRU, parce que forcément on intervient sur du bâti, donc forcément c'est... Voilà, mais également politique de la ville, on a tous dans une représentation qui est que ça représente énormément d'argent, et que cet argent-là ne va jamais aux territoires ruraux. Mais on oublie, enfin, je pense qu'on oublie que typiquement les départements dont les capacités d'autofinancement ont baissé de plus d'un tiers, c'est ceux qui ont perdu la plus grosse capacité, et je ne parle même pas de la semaine dernière, avant même les difficultés financières qui sont devant nous, consacrent les 2 tiers de leur budget aux questions d'action sociale, et principalement d'ailleurs en ruralité en fait. Donc la question, elle est effectivement sur l'efficacité, sur les alliances, et sur la considération que l'on a, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, sur les vulnérabilités. Donc moi, des assises des solidarités du département, on a compris 2 choses, 3, 4, peut-être un peu plus encore. Que la question, qu'on avait un sujet de différenciation, parce qu'on exige de l'État qu'il fasse de la différenciation, mais nous-mêmes, dans nos politiques publiques, est-ce qu'on sait le faire dans nos échelles ? Je ne suis pas certaine.
En tout cas, on s'est dit que dans notre département, ce n'était pas la même chose de vivre à Évreux, à Bernay, à Pont-Audemer, à Brionne ou à Louviers, et qu'il fallait donc qu'on ait une capacité à différencier. On s'est aperçu d'une deuxième chose, et ça va dans le sens de Jean-François Soto tout à l'heure, c'est que l'éléphant dans la pièce, pour ces politiques publiques du social, des solidarités plus que du social, l'éléphant dans la pièce, c'est la santé, et qu'en fait, pour parler d'handicap, de protection de l'enfance, d'autonomie, etc., l'accès à la santé, alors on peut parler du soin, de la question de la démographie médicale, mais effectivement pas que ça, tout le reste, de la prévention, d'un urbanisme favorable à la santé, de l'armature de nos territoires, etc., voilà, donc ça c'était super important, et qu'il fallait qu'on ait une alliance territoriale très forte. Et la quatrième chose qu'on a appris, c'est qu'effectivement c'était pas tant une question de moyens qu'une question de méthode. Et donc fort de ce principe-là, et comme effectivement il y a un petit peu un alignement des planètes, parce que comme j'ai les différentes strates, et que évidemment Intercommunalité de France m'inspire, on a décidé et ça a l'air de rien, c'est ce que disait Florent, finalement on revient un peu à des fondamentaux, on a décidé de réorganiser l'action du département, et donc nos services, selon deux principes. D'abord à l'aune de la maille qui nous semblait la plus pertinente, et j'ai réussi à convaincre tout le monde que la maille la plus pertinente, c'était bien nos intercommunalités. Et donc on réorganise l'intégralité des services pour toutes les politiques de solidarité du département à l'aune des intercommunalités. Et là, j'espère qu'on va traiter de ces questions de pauvreté diffuse en milieu rural de manière beaucoup plus pointue. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on assume maintenant cette universalité de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on considère que ça peut arriver à tout le monde et à tout moment, qu'il faut qu'on en ait tous conscience et qu'il faut qu'on ait une approche systémique dans la prévention aussi des sujets. Et j'espère aussi que, ce faisant, on arrêtera d'opposer les ensembles urbains très densément et très intensément pauvres et la ruralité avec une pauvreté très importante aussi, peut-être un petit peu moins intense en termes de chiffres, hein, et donc moins concentrée, mais très réelle, avec des conséquences que vous avez décrites très démocratiques, et qu'on pourra réconcilier, faire les coutures. Et effectivement, on ne parle pas tant de moyens que de méthodes. Voilà. On arrive à la fin de cet atelier. Je vous propose à tous les cinq là, un petit mot de conclusion. Anne-Claire Mialot, je vous en prie. Merci beaucoup. Peut-être un mot, parce qu'on a parlé beaucoup constat, un peu moins méthode et solutions, en tous les cas, ou en tous les cas action de politique publique. Peut-être deux éléments que je voulais partager avec vous. Un élément pour charger la barque. On a peu parlé des conséquences du changement climatique. Or, cette question va renforcer tout ce dont on a parlé aujourd'hui, toutes les inégalités sociales et toutes les inégalités socio-spatiales. Vous le savez, la question de l'impact du changement climatique, que l'on parle atténuation et donc décarbonation, et donc la voiture dont vous avez parlé, madame, la question du chauffage dont vous avez parlé avec la précarité énergétique, bref, toutes ces questions-là, où qu'on l'on parle adaptation au changement climatique avec les conséquences de la canicule et de la capacité de vivre dans les villes demain, la conséquence des inondations qu'on vit maintenant de manière extrêmement fréquente, la conséquence du recul du trait de côte, etc., etc. Tous ces sujets vont accentuer les problématiques d'inégalité socio-spatiale, parce que, l'impact du changement climatique est beaucoup plus fort dans les territoires où se concentrent déjà les personnes pauvres. Je vous prends juste un exemple qui est un exemple de l'Institut Paris Région, donc parisien, mais qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres territoires. 50 ou 70% des points noirs des points noirs environnementaux sont des quartiers qui concentrent les personnes. Je vais vous dire le chiffre exact. La moitié des points noirs environnementaux ont une surreprésentation des ménages pauvres. C'est une statistique, il y en a beaucoup d'autres, les rapports du GIEC le montrent. La question de l'impact du changement climatique est un sujet social, parce que la conséquence sociale est très importante, et donc ça va renforcer les problématiques que l'on s'est posées là, les problématiques de mobilité, les problématiques de logement, les problématiques d'accès, parce qu'on sait très bien que les territoires qui vont devenir des territoires les plus touchés par le changement climatique vont des territoires qui vont subir des migrations,
et les migrations, elles sont inégalitaires parce que bien évidemment, ceux qui peuvent partir partent et ceux qui ne peuvent pas partir, c'est-à-dire les plus pauvres, restent et ce sont ceux qui vont subir encore plus ces sujets. Et donc, cette question-là, elle rajoute, je dirais, une couche de complexité par rapport à nos politiques publiques et par rapport à notre devoir d'agir. Et peut-être deuxième élément que je souhaitais dire en conclusion, peut-être de manière plus positive, je pense qu'il y a des politiques publiques qui ont été portées au niveau national, que ce soit des politiques publiques d'intervention sur le cadre de vie, ce que fait l'ANRU. L'ANRU, vous le savez, on intervient pour améliorer les conditions de vie, améliorer le bâti, améliorer la présence d'équipements publics, améliorer les aménagements publics. C'est une intervention qui n'est pas directement liée à la lutte contre la pauvreté, mais qui permet d'améliorer les conditions de vie des habitants, mais qui est une intervention qui est vraiment urbaine, pour traiter des dysfonctionnements urbains et pour améliorer les conditions de vie. Aux côtés des politiques de renouvellement urbain, il y a d'autres politiques publiques portées. Principalement, le renouvellement urbain est porté par les collectivités territoriales et les intercommunalités, bien évidemment. Les autres politiques publiques portées par les intercommunalités, mais par toutes les collectivités territoriales et aussi par l'État, nécessitent d'être adressées par rapport à cet enjeu de la lutte contre la pauvreté, que l'on parle de questions d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, d'accès de mobilité, de logement. On est sur des politiques publiques généralistes, mais qui doivent prendre en compte ces questions de pauvreté et avec l'importance de l'action publique, parce que si on laisse faire uniquement le libre marché, si je puis le dire ainsi, on a les conséquences dont on parlait au départ sur les inégalités patrimoniales qui augmentent fortement. Donc il y a une nécessité d'action publique partenariale, horizontale et verticale, pour reprendre le terme d'Achille Varnan, et nous devons nous mobiliser collectivement dans tous ces outils. L'agence que je dirige, l'ANRU, est une réponse qui existe aujourd'hui pour les quartiers politiques de la ville. Vous le savez, le gouvernement nous a confié une réflexion et un rapport pour remettre un rapport au gouvernement sur le renouvellement urbain. Faut-il continuer et est-ce que l'expérience de l'ANRU peut être utile dans d'autres territoires ou pour répondre à d'autres enjeux? Donc c'est la question qui nous a été posée par le gouvernement. Le rapport est écrit, il va être remis officiellement bientôt. Donc rendez-vous pour en parler peut-être une prochaine fois. Voilà. Merci à vous de votre écoute. Merci. Jean-Yves Brenier. Oui, très rapidement, je vois que l'heure tourne. Dire qu'on n'a pas parlé d'accès aux services publics. Et moi, qui habite dans la ruralité, ça me pose quand même un certain nombre de questions, surtout qu'en fait, on a transposé finalement les accès aux services publics sur les collectivités territoriales, puisqu'on a créé les fameuses maisons France Service, qui sont à peu près réglées à 10% de leur coût de fonctionnement par l'État, c'est-à-dire une quarantaine de milliers d'euros. Si vous arrivez à faire fonctionner une maison France Service avec 40 000 euros, vous m'appelez parce que vraiment, je ne sais pas faire. Moi, j'y arrive pas. Alors, je suis peut-être très mauvais, c'est pas impossible. Par contre, c'est pas ce prix-là. Mais là, on est abandonné. Pourquoi on est abandonné? Parce que oui, il y a un vague dispositif, mais le niveau de service n'est pas le même. On a vu fermer nos trésoreries quand nos habitants, qui sont les plus en difficulté, vont à la place d'aller en trésorerie où il y avait une réponse, vont au guichet de la collectivité qui est la maison France Service. Nos agents qui sont très performants sont polyvalents. Donc on leur dit, venez, je vais vous allez prendre rendez-vous avec la personne qui va pouvoir vous connecter ou un rendez-vous téléphonique, etc. Donc en fait, même si on essaye nous sur les territoires de boucher ces trous-là, en fait, on est en difficulté. Et en plus, on se met en difficulté parce que c'est bien la collectivité qui ne sait plus répondre. Quand c'était l'État, c'était mieux, mais l'État est parti. Donc ça, moi, ça me pose un vrai souci. Et je pense qu'il y a une vraie discussion avec l'État parce qu'en fait, finalement, ce sont bien les plus vulnérables qui ont le plus besoin aussi d'accès aux services publics. Et les services publics, c'est une réalité, disparaissent partout et ça se voit encore plus dans la ruralité. Et en tout dernier lieu, je pense que pour tous ces sujets, ce sont bien les communautés de communes, ce sont bien les intercommunalités qui doivent et peuvent se saisir de ces sujets et sont une partie de la réponse, en lien évidemment avec nos collègues du département. Achille Varnan. Oui, je vais faire extrêmement bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je reviens sur la nécessité, encore une fois, de croiser les échelles pour répondre à des problématiques fines, d'essayer de faire du sur-mesure, mais pas seulement en termes de slogan. Et ce qui nécessite évidemment, et là je parle au nom de la position qui est la mienne de chercheur, des diagnostics les plus fins possibles. Et une fois qu'on a fait un diagnostic, malheureusement, parfois on doit le réactualiser, ce qui ne doit évidemment pas être une excuse pour ne pas agir. Mais c'est important aussi d'avoir en tête que les choses bougent vite, parfois très vite, et que ça nécessite aussi de réactualiser sans cesse et de réinterroger nos critères, nos façons d'analyser les choses, les enjeux, etc. Florian Berco. Pour rejoindre ce qui a été dit, il y a les vulnérabilités humaines, on en a beaucoup parlé, les personnes les plus fragiles.
ça s'annonce quand même la crise environnementale qui va rajouter les vulnérabilités environnementales et territoriales, avec des territoires qui ne pourront plus être habités, et ça va être la double peine, parce que les personnes les plus vulnérables vont être celles qui vont souffrir le plus du réchauffement climatique en quartier populaire comme dans nos zones rurales. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi de bien cartographier les deux. Et donc, il y a un vrai enjeu de repenser notre sécurité sociale à la française, à l'aune de ces doubles vulnérabilités, et de construire un chemin plein d'actions, une politique publique. Ça s'annonce passionnant, et ça tombe bien, on cherche des sujets qui font consensus dans notre pays, et je crois qu'il y en a un. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Merci à vous toutes et vous tous. Bonne fin de journée. À bientôt.